J'ai 64 ans et si vous m'aviez dit il y a 5 ans que le fait de me remarier faillirait me coûter tout ce que j'ai passé 3 décennies à bâtir, j'aurais ri au nez de quiconque. Mais c'est exactement ce qui s'est passé, et la seule raison pour laquelle je possède encore mon vignoble, ma cave et ma liberté aujourd'hui, c'est parce que lorsque j'ai épousé Richard Bernard, j'ai pris une décision cruciale, je ne lui ai jamais dit, ni à lui ni à ses 3 enfants adultes, que le domaine sur lequel nous vivions n'était pas simplement un bien de famille, mais qu'il était à moi, entièrement à moi, chaque hectare, chaque vigne, chaque bouteille. Permettez-moi de revenir en arrière, je m'appelle Catherine Monnier, bien que tout le monde m'appelle Cathy, et j'ai acheté mes 2 premiers hectares en Bourgogne, près de Beaune, en 1989, alors que j'avais 34 ans. J'étais une mère célibataire travaillant comme agent immobilier et les gens me prenaient pour une folle, une femme seule achetant des terres en friche au cœur du pays du vin. Le banquier a failli me mettre à la porte de son bureau en riant, mais j'avais une vision, plus important encore, j'avais du cran. J'ai commencé petit, j'ai planté mes premières vignes de pinot noir de mes propres mains, ma fille Émilie avait 7 ans et elle m'aidait après l'école, ses petits doigts apprenant à attacher les sarments au piquet. Il a fallu 3 ans avant que ces vignes ne produisent quoi que ce soit qui vaille la peine d'être pressé, 3 ans à travailler dans l'immobilier la journée et à travailler la terre tous les soirs et les week-ends, 3 ans durant lesquels les gens du village pariaient sur le moment où j'abandonnerais et vendrais. Mais je n'ai pas abandonné et en 1995, j'avais 6 hectares plantés et ma première cuvée mise en bouteille. En 2000, je m'étais agrandi à 20 hectares et j'avais ouvert un petit caveau de dégustation, et en 2010, le domaine Monnier était devenu une référence incontournable. 30 hectares de terroir de premier choix en Côte d'Or, une magnifique bâtisse en pierre, une salle de dégustation pouvant accueillir 40 personnes et des vins encensés par la Revue du Vin de France. Savez-vous ce qu'il faut à une femme seule pour construire une chose pareille ? Les journées de 16 heures, les prêts bancaires que j'ai dû garantir personnellement, les saisons de vendange où j'étais dehors à 2 heures du matin pour vérifier la vinification, les retards de paiement avec lesquels j'ai jonglé pour garder l'électricité allumée, chaque décision, chaque risque, chaque victoire, c'était moi, c'était à moi. À mes 60 ans, Émilie avait obtenu son diplôme d'ingénieur agronome spécialisé en viticulture à Dijon et travaillait dans un grand domaine à Nuits-Saint-Georges. Elle ne voulait pas reprendre l'entreprise familiale tout de suite, elle voulait tracer sa propre voie et je respectais cela. Mon domaine s'était étendu, la propriété valait au moins 8 millions d'euros, probablement plus, je n'étais pas richissime au sens des grandes fortunes, mais j'étais à l'aise, en sécurité, fière de ce que j'avais construit, et je me sentais seule. Mon premier mari, le père d'Émilie, était parti quand elle avait 3 ans, j'avais eu quelques rendez-vous ici et là au fil des ans mais rien de sérieux, j'avais été trop occupée à construire mon rêve pour me concentrer sur la romance. Mais à 60 ans, avec Émilie vivant sa propre vie et l'entreprise tournant parfaitement avec l'aide de mon incroyable chef de culture, Manuel, je me suis retrouvée aérée seule dans ma grande maison en pierre. C'est là que j'ai rencontré Richard lors d'une vente aux enchères de vins caritatives aux Hospices de Beaune. Il avait 67 ans, c'était un ancien banquier d'affaires à la retraite, récemment veuf, grand, aux cheveux argentés, charmant de cette manière polie qui vient de décennies de costumes coûteux et d'adhésion au club de golf privé. Il a enchéri sur une caisse de mon Pinot Noir réserve 2015 et quand il a gagné, il est venu se présenter. J'ai entendu des choses merveilleuses sur le domaine Monnier, a-t-il dit en me serrant la main. J'aimerais beaucoup visiter votre caveau un de ces jours. Il est venu le week-end suivant, puis le week-end d'après, et à la 3e visite, nous dînions ensemble, au bout de 6 mois nous parlions d'avenir. Richard était attentionné, prévenant, il m'apportait des éditions originales de livres sur l'œnologie, il organisait des escapades romantiques à Annecy et à Saint-Malo, il écoutait quand je parlais des défis de diriger un domaine viticole dans une industrie encore dominée par les hommes et il semblait fasciné par mon histoire de réussite. Avec le recul, je vois exactement ce que j'ai manqué, mais à l'époque, j'étais juste une femme de 60 ans qui avait été seule la majeure partie de sa vie adulte et qui tombait amoureuse. Nous nous sommes fiancés après 8 mois, il m'a fait sa demande au coucher du soleil dans ma parcelle ouest, celle avec la vue sur la vallée, avec une bague qui avait dû coûter 20 000 euros, j'ai dit oui les larmes aux yeux. C'est alors que les questions ont commencé, pas de Richard au début, mais de ses enfants, il en avait 3, Damien, 42 ans, qui travaillait dans la finance comme son père, Patricia, 39 ans, promoteur immobilier, et Mathieu, 35 ans, qui faisait quelque chose de vague dans le conseil en technologie. Ils vivaient tous à Paris ou en région parisienne et Richard était très proche d'eux.
La première fois qu'ils sont venus visiter le domaine, 2 semaines après les fiançailles, Patricia a parcouru ma maison comme si elle effectuait une estimation immobilière. Combien d'hectares fait cette propriété, a-t-elle demandé? Quelle est la production annuelle? Qui gère la distribution? Avez-vous des associés? J'ai gardé mes réponses vagues. C'est une opération familiale, ai-je dit, tout est au nom des Monnier depuis plus de 30 ans. Damien voulait tout savoir sur les finances. Quel genre de revenus une cave-boutique comme celle-ci génère-t-elle? Quelles sont vos marges? Comment la dette est-elle structurée? J'ai souri poliment, nous nous débrouillons assez bien, ce n'est pas vraiment une question d'argent pour moi, c'est une question d'artisanat. Mathieu a posé des questions sur mon testament, il a littéralement demandé, puisque toi et papa allez vous marier? As-tu pensé à la planification successorale? Ce serait intelligent de tout organiser, tu sais, pour des raisons fiscales. J'avais 60 ans, une santé de fer, j'ai regardé Richard en attendant qu'il dise à son fils que c'était inapproprié, mais Richard a juste serré ma main et a dit, Mathieu a raison, ma chérie, nous devrions tous les deux nous assurer que nos affaires sont en ordre, c'est la chose responsable à faire. Émilie est venue de Nuit Saint-Georges pour le mariage, la veille au soir, alors que nous prenions un verre de vin sur la terrasse, elle a dit, Maman, tu es sûre de toi? Ces enfants me donnent une drôle d'impression, ils sont juste protecteurs envers leur père. Je lui ai répondu, il est tout ce qu'il leur reste depuis la mort de leur mère. Ouais, mais la façon dont Patricia regardait le bâtiment de la cuverie, le caveau, les fûts. Maman, elle évaluait la valeur, je le sais, je vois ça avec les promoteurs tout le temps. Je l'ai repoussé, tu es paranoïaque. As-tu fait un contrat de mariage? Maman, s'il te plaît, dis-moi que tu as fait un contrat de mariage. Je l'avais fait, mon avocate et notaire, maître Lin Nguyen, que je connaissais depuis mes débuts dans l'immobilier, avait insisté. Richard avait semblé un peu blessé quand j'avais abordé le sujet, mais il avait signé sans trop d'histoire une séparation de biens stricte, les actifs acquis avant le mariage restaient des biens propres, le domaine, la cave, l'entreprise, tout était à moi. Ce que je n'ai dit à personne, pas à Émilie, pas à maître Nguyen, pas même à Richard, c'est ce que j'ai raconté à Richard et à ses enfants à propos de la propriété, j'ai menti. Pas un gros mensonge, juste une omission stratégique, je leur ai dit que le domaine était une propriété familiale en indivision, ou peut-être gérée via une SCI complexe avec d'autres ayants droit, j'ai laissé entendre qu'il y avait d'autres parties prenantes, j'ai fait croire que j'étais la gérante, l'exploitante, mais pas la propriétaire unique. Lorsqu'ils posaient des questions directes, je détournais la conversation, c'est compliqué ou il y a des fiducies familiales impliquées ou mon notaire gère tout ça. Était-ce malhonnête? Peut-être, mais quelque chose dans mes tripes me disait de protéger cette information, un instinct développé au cours de 30 années de lutte pour bâtir et conserver mon entreprise me disait que si les enfants de Richard me voyaient comme une veuve riche avec des millions en immobilier, ce ne serait peut-être pas une bonne chose, et ô combien j'avais raison. Le mariage était petit, intime, nous nous sommes mariés au domaine bien sûr, sous une arche couverte de vignes, Émilie était mon témoin, les 3 enfants de Richard se tenaient à ses côtés, tous souriants, tous gracieux, Patricia m'a même serré dans ses bras et m'a appelé « maman », ce qui aurait dû être doux mais qui a semblé étrangement théâtral. Nous ne sommes pas partis en lune de miel, la saison des vendanges approchait et je ne pouvais pas laisser Manuel s'en occuper seul, Richard a dit qu'il comprenait. Il a emménagé dans la maison, apportant ses meubles, ses livres, ses clubs de golf, et nous nous sommes installés dans la vie conjugale. La première année, c'était bien, Richard semblait content de jouer au golf au club de Dijon, de recevoir ses enfants pour les déjeuners du dimanche, de s'asseoir sur la terrasse le soir avec un verre de mon vin et de regarder le soleil se coucher sur les vignes. Il n'interférait pas avec l'entreprise, il ne posait pas trop de questions, il était juste là, une compagnie agréable. Mais la deuxième année, les choses ont changé, ça a commencé avec Damien, il est venu me rendre visite seul un samedi et a demandé s'il pouvait jeter un œil au livre de compte de la cave, juste dans une perspective de planification financière, a-t-il dit. Papa a mentionné que tu voudrais peut-être étendre la distribution et j'ai des relations dans ce monde. Je n'avais jamais mentionné vouloir étendre la distribution. Merci Damien, mais Manuel et moi gérons le côté commercial, nous sommes contents de nos distributeurs actuels. Son sourire n'atteignait pas ses yeux, tu sais Cathy, tu es de la famille maintenant, nous voulons aider, c'est ce que font les familles. Ensuite,
Patricia a commencé à se présenter avec des agents immobiliers juste pour faire estimer la propriété, disait-elle, pour des questions d'assurance. Tu es probablement sous-assuré et avec le changement climatique, les risques d'incendie sont cruciaux. J'avais déjà une excellente assurance et je le lui ai dit. Mais as-tu fait expertiser le terrain récemment? Je vois des propriétés comparables en Bourgogne partir pour 12, voire 15 millions, tu devrais savoir sur quoi tu es assise. Je lui ai demandé de partir. Mathieu était plus subtil, il venait dîner et mentionnait nonchalamment comment son conseil en technologie se portait, puis il disait des choses comme « Tu sais, beaucoup de vignobles passent au commerce électronique et à la vente directe aux consommateurs, je pourrais t'aider à construire une plateforme, tarif famille bien sûr. » J'avais déjà un site web, je faisais déjà de la vente directe. Mais la chose la plus inquiétante venait de Richard, il a commencé à me demander de signer des choses, juste une mise à jour des bénéficiaires de mon assurance vie, disait-il en faisant glisser un formulaire sur la table de la cuisine, de la paperasse standard. Je lisais chaque mot, la moitié du temps, les documents n'avaient rien à voir avec son assurance vie, c'étaient des procurations financières, des autorisations de transfert de propriété, des papiers qui lui donneraient une autorité légale sur mes comptes. Richard, je ne signe pas ça, ai-je dit plus d'une fois. Pourquoi pas? Tu ne me fais pas confiance? Nous sommes mariés, Catherine. Ce n'est pas une question de confiance, je ne signe simplement pas de documents que je ne comprends pas entièrement. Il devenait froid, puis distant, ne me parlait plus pendant des jours. Et puis sont venus les coups de téléphone, j'ai commencé à remarquer qu'il prenait des appels dehors, marchant entre les rangs de vignes où je ne pouvais pas entendre, quand je demandais qui c'était, il disait « juste Damien » ou « juste Patricia » ou « personne d'important ». 3 ans après le mariage, je suis rentrée d'une réunion avec mon distributeur à Lyon pour trouver Richard, Damien et Patricia dans mon bureau, dans le bâtiment de la cuverie, ils avaient mon classeur ouvert, ils avaient des papiers étalés sur mon bureau. « Qu'est-ce que vous faites ?» ai-je demandé. Ils ont tous sursauté comme s'ils avaient été pris la main dans le sac. Patricia a rapidement commencé à rassembler des papiers, Damien a fermé le classeur, Richard a souri, de ce sourire lisse. Nous cherchions juste les papiers d'assurance, ma chérie, Patricia avait raison, nous devrions vraiment mettre à jour ta police. Ce sont des documents commerciaux privés, vous n'aviez aucun droit d'être ici. Catherine, je suis ton mari, nous n'avons pas de secret dans un mariage. Ce soir-là, j'ai appelé Maître Nguyen, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin que tu fasses une vérification complète de ma propriété au cadastre et aux hypothèques, assure-toi que tout est encore à mon nom, que tous les dépôts sont corrects. Cathy, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment. Elle m'a rappelé 3 jours plus tard, sa voix était tendue, Cathy. Quelqu'un a déposé des documents auprès de l'administration, des actes de transfert, des modifications de statut, des papiers qui donneraient à Richard et à ses enfants des parts de propriété dans le domaine monier. Mon sang s'est glacé, quoi? Comment est-ce possible? Je n'ai jamais rien signé de tel. Les signatures ressemblent aux tiennes, mais Cathy, ce sont des faux évidents une fois qu'on les compare à ta signature réelle, celui qui a fait ça n'était même pas doué. Peuvent-ils faire ça? Peuvent-ils simplement déposer de faux documents? Ils peuvent les déposer, savoir s'ils tiendront devant un tribunal est une autre affaire, mais Cathy, c'est grave, c'est de la fraude, c'est un crime. Je me sentais malade, je me suis assise sur les marches de la terrasse, le téléphone pressé contre mon oreille, regardant les vignes que j'avais plantées de mes propres mains il y a 30 ans. Qu'est-ce que je fais? Nous devons déposer une plainte à la gendarmerie, nous devons obtenir une injonction, et Cathy, tu dois confronter Richard. Mais je n'ai pas confronté Richard, pas encore, parce que j'ai fait autre chose d'abord. J'ai appelé un vieil ami à moi, un détective privé nommé Thomas Rivel, avec qui j'avais travaillé à l'époque de l'immobilier quand j'avais besoin d'enquêtes d'antécédents sur des transactions. Thomas, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un pour moi, Richard Bernard. Tout. Historique financier, casier judiciaire, et surtout j'ai besoin que tu découvres ce qui est arrivé à sa première femme, comment elle est morte, ce qui est arrivé à sa succession. Il a fallu 2 semaines à Thomas, quand il est revenu, il avait un dossier de 7 cm d'épaisseur. La première femme de Richard, Marguerite, était morte il y a 4 ans,
mais avant de mourir, elle avait transféré toute sa fortune, un appartement de 4 millions d'euros dans le 16e arrondissement de Paris, ses comptes d'investissement, tout au nom de Richard. Le transfert avait eu lieu 6 mois avant sa mort, elle souffrait d'un début d'Alzheimer. Et c'est là que c'est devenu vraiment sombre. La sœur de Marguerite avait essayé de contester le transfert, affirmant que Richard avait profité de la capacité mentale diminuée de Marguerite, mais Richard avait des documents, des procurations, des papiers de transfert, tous signés par Marguerite. Bien que la sœur ait affirmé qu'il s'agissait de faux ou qu'ils avaient été signés alors que Marguerite ne comprenait pas ce qu'elle signait, l'affaire avait été réglée à l'amiable, la sœur avait reçu une petite somme, Richard avait tout gardé. Il y avait plus, Damien avait été poursuivi par un ancien partenaire commercial pour fraude financière, Patricia avait perdu sa carte professionnelle d'agent immobilier pour violations éthiques, Mathieu avait été licencié de 2 cabinets de conseil pour des raisons non divulguées. Thomas m'a regardé de l'autre côté de la table du café où nous nous étions rencontrés. Cathy, c'est une famille d'escrocs, ils ont déjà fait ça, ils recommencent avec toi. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, qu'est-ce que je fais ? Tu sors de là, tu divorces, tu portes plainte pour faux, tu te protèges. Mais voilà le truc, j'avais passé 30 ans à construire le domaine Monnier, ces gens pensaient qu'ils pouvaient juste entrer et le prendre, forger quelques papiers et voler ce que j'avais passé 3 décennies à créer. Non, je n'allais pas seulement me protéger, j'allais m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais faire ça à personne d'autre. Je suis retournée voir Maître Nguyen, je veux monter un dossier, un vrai dossier, pas juste pour le divorce, pour fraude, pour tentative de vol, pour faux et usage de faux, je veux des poursuites pénales, pour tous. Maître Nguyen m'a regardé attentivement. Cathy, ça va être laid, ça va être public, la réputation de ton domaine. La réputation de mon domaine est basée sur la qualité de mon vin et l'intégrité de mon nom, ces gens ont essayé de me voler, je veux que tout le monde le sache. Nous avons monté le dossier méthodiquement, Maître Nguyen a fait venir un expert comptable judiciaire qui a épluché chaque dossier financier, chaque dépôt, chaque document. Nous avons trouvé d'autres signatures falsifiées, nous avons trouvé des chaînes de mains entre Damien et Patricia discutant de la manière de maximiser l'extraction de valeur du domaine, nous avons trouvé des SMS de Richard à ses enfants établissant des stratégies sur la façon de me gérer. Nous avons aussi trouvé autre chose. Richard avait fait cela non seulement à sa première femme, mais aussi à sa deuxième femme avant Marguerite, une femme nommée Hélène, qui était morte d'une chute dans sa maison de vacances. Elle avait également transféré sa propriété à Richard peu de temps avant sa mort, ses enfants adultes avaient essayé de contester, mais avaient été bloqués par les mêmes avocats que Richard utilisait pour l'affaire de Marguerite. 2 épouses mortes, 2 patrimoines transférés juste avant leur mort, et maintenant une 3e épouse, moi, à qui ils essayaient de soutirer la propriété. Je n'étais pas mourante, je n'étais pas malade, j'étais en bonne santé, vive d'esprit et j'avais 64 ans, mais si j'avais été juste un peu plus confiante, un peu moins prudente, qui sait ce qui aurait pu arriver. Maître Nguyen a déposé tous les documents auprès du procureur de la République, nous en avions assez pour des accusations de fraude criminelle contre Damien et Patricia, pour Richard, nous montions un dossier pour abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée et faux. Mais avant que tout cela ne devienne public, je voulais ma confrontation. Je l'ai planifié soigneusement, j'ai dit à Richard que je voulais faire un dîner de famille, tous ses enfants, Émilie et quelques amis, pour célébrer nos 3 ans de mariage. Il était ravi, il pensait que j'avais enfin accepté l'idée d'être une vraie famille. Le dîner était prévu pour un samedi soir au domaine, j'avais demandé à Manuel d'installer des tables sur la terrasse surplombant les vignes, j'avais engagé un traiteur, je m'étais assuré que mes meilleurs vins soient servis. Richard, Damien, Patricia et Mathieu sont arrivés sur leur 31, tout sourire, Émilie est arrivée avec son copain, me lançant un regard interrogateur, je l'avais briefée plus tôt et elle tenait à peine le coup. Et puis mes autres invités sont arrivés, Maître Lin Nguyen mon avocate, Thomas Rivel mon détective privé, le capitaine de gendarmerie Sarah Martinez de la brigade de Beaune, et 2 autres personnes que Richard n'attendait pas, Joanne, la sœur de sa défunte épouse Marguerite, et Catherine, la fille de sa défunte épouse Hélène. Le visage de Richard est devenu livide quand il les a vus entrer sur la terrasse. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. « C'est un dîner de famille » ai-je dit calmement, et ces personnes sont de la famille aussi. Joanne est la sœur de ta défunte femme Marguerite, Catherine est la fille de ta défunte femme Hélène, je pensais qu'il était temps que nous fassions tous connaissance.
Damien s'est levé, c'est ridicule, on s'en va. Ah si, Damien, a dit le capitaine Martinez, vous n'allez nulle part. Patricia avait l'air d'être sur le point de vomir. Je me tenais en bout de table, un verre de mon réserve 2018 à la main, regardant chacun d'eux. Pensiez-vous vraiment que je ne découvrirais rien, ai-je demandé. Croyez-vous honnêtement que vous pouviez forger des documents, déposer de faux papiers de transfert et que je ne remarquerais rien? Richard a essayé de fanfaronner. Catherine, je ne sais pas ce que tu penses. Je pense que toi et tes enfants êtes des voleurs, je pense que vous avez déjà fait ça 2 fois, Marguerite et Hélène t'ont transféré leurs biens juste avant de mourir, comme c'est pratique. C'était des transferts légitimes, elles voulaient que j'aie. Elles avaient Alzheimer et un traumatisme crânien respectivement, elles ne pouvaient pas consentir, tu les as manipulées. Johan a pris la parole, la voix tremblante, il a imité la signature de ma sœur, je le dis depuis des années. Catherine a ajouté, ma mère était terrifiée par lui à la fin, elle m'a dit qu'elle ne voulait rien signer, mais il continuait d'apporter des papiers à l'hôpital. J'ai regardé Richard, Damien, Patricia. Mathieu, vous pensiez que j'étais juste une autre vieille femme que vous pouviez dépouiller, mais voici ce que vous ne saviez pas, j'ai bâti ce domaine à partir de rien, j'ai combattu les banques, les sécheresses, les incendies, les récessions et toute une industrie qui ne voulait pas de femmes à la table. Pensiez-vous vraiment que je ne me battrais pas? Maître Nguyen s'est avancé avec un dossier, ce sont les documents falsifiés que vous avez déposés, nous les avons fait analyser, les signatures sont fausses, nous avons des preuves de vos échanges de mails discutant de la fraude et nous avons des déclarations des précédentes victimes de votre père. Le capitaine Martinez a ajouté, Richard Bernard, Damien Bernard, Patricia Bernard, je vous place en garde à vue pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux et tentative de vol. L'heure suivante fut un chaos, lecture des droits, menottes. Mathieu prétendant qu'il ne savait rien, trahissant ses frères et sœurs, Patricia pleurant, Damien menaçant de procès, Richard silencieux, me fixant avec une haine pure. Alors qu'on les chargeait dans les voitures de gendarmerie, Richard a finalement parlé, espèce de garce vindicative, je t'aimais. Je me suis approché de lui, assez près pour que lui seul puisse m'entendre, non, tu n'aimais pas, tu aimais ma propriété. Mais voilà le truc Richard, ce n'était jamais à toi d'aimer ça. Chaque vigne, chaque bouteille, chaque hectare, je l'ai acheté, je l'ai construit, je l'ai gagné, et tu ne pouvais pas me le prendre parce que je savais exactement ce que j'avais et je l'ai protégé. Il a été emmené. L'affaire pénale a pris 8 mois, Damien et Patricia ont plaidé coupables de fraude et de faux en échange de peines réduites, ils ont pris 2 ans chacun. Richard est allé au procès et a été condamné pour abus de faiblesse, fraude, complot, et après une enquête plus approfondie sur les morts de Marguerite et Hélène, 2 chefs d'accusation pour circonstances suspectes ont déclenché de nouvelles instructions, il a pris 12 ans de réclusion criminelle à 67 ans, c'était essentiellement une peine de prison à vie. Le divorce a été prononcé 3 mois après les arrestations, le contrat de mariage a tenu, Richard n'a rien eu, ses frais juridiques l'ont ruiné. Mathieu, qui a coopéré avec les procureurs, a obtenu du sursis et a dû témoigner contre son père et ses frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai 69 ans, le domaine Monnier est florissant, Émilie a décidé de revenir travailler avec moi, il s'avère que voir sa mère se battre pour ce qui était à elle l'a inspiré à vouloir faire partie de l'héritage. Manuel est toujours mon chef de culture et il vient de fêter ses 20 ans avec moi. Je ne me suis jamais remariée, je ne pense pas que je le ferai, mais je raconte cette histoire à quiconque veut l'entendre, surtout aux femmes plus âgées, surtout aux femmes qui ont construit quelque chose de leurs propres mains. Quand je me suis mariée à 60 ans, j'ai fait le choix de ne pas dire à mon mari ou à ses enfants que le domaine sur lequel nous vivions était uniquement à moi, je leur ai fait croire que c'était un bien de famille ou une copropriété ou quelque chose de vague et compliqué. Certaines personnes pourraient dire, tu aurais dû faire confiance à Richard, que si je ne lui faisais pas confiance, je n'aurais pas dû l'épouser. Mais voici ce que j'ai appris, se protéger n'est pas une question de méfiance, c'est reconnaître que la personne que vous aimez aujourd'hui pourrait ne pas être la personne que vous pensiez qu'elle était demain, c'est comprendre que vos réalisations, votre propriété, l'œuvre de votre vie, ces choses sont à vous, elles ne deviennent pas des biens communs parce que vous tombez amoureux, elles ne deviennent pas négociables parce que vous voulez de la compagnie. Et parfois, le simple fait de garder un secret, de ne pas dévoiler tout son jeu, est ce qui sauve tout ce pourquoi vous avez travaillé. J'ai gardé mon secret pendant 3 ans,
ces 3 années m'ont donné le temps de voir qui était vraiment Richard et ses enfants, le temps de remarquer les signaux d'alarme, le temps de rassembler des preuves, le temps de me protéger. Si je leur avais dit dès le premier jour que j'étais l'unique propriétaire d'un domaine de 8 millions d'euros, je ne sais pas ce qui se serait passé, peut-être qu'ils auraient poussé plus fort, plus vite, peut-être que je n'aurais pas remarqué la manipulation avant qu'il ne soit trop tard, peut-être que je serais comme Marguerite et Hélène, dépouillée de tout ce que j'avais construit, une mise en garde au lieu d'une survivante. Mais je ne leur ai pas dit et ce secret m'a sauvée. Mon conseil à quiconque s'engage dans un mariage tardif, ou n'importe quel mariage en réalité, sachez ce que vous avez, sachez ce que cela vaut, protégez-le légalement et ne vous sentez pas coupable de garder certaines cartes près de votre poitrine jusqu'à ce que vous soyez absolument certain de à qui vous avez affaire, parce que l'amour est beau mais la naïveté est dangereuse, et l'œuvre de votre vie, ce n'est pas quelque chose avec lequel on joue, jamais. Je fais toujours du vin, je marche toujours dans mes rangs de vignes au coucher du soleil, touchant les cèpes que j'ai plantés il y a 30 ans, je goûte toujours chaque millésime, je prends toujours chaque décision d'assemblage, j'accueille toujours les invités dans mon caveau avec fierté. La différence, c'est que maintenant, quand je sers un verre de domaine Monnier réserve à quelqu'un, quand ils me posent des questions sur la propriété, je leur dis la vérité, c'est mon domaine, je l'ai acheté, je l'ai construit, je le possède. Chaque vigne que vous voyez est à moi, chaque bouteille est à moi, chaque hectare est à moi. Et puis je souris et j'ajoute, et ça va rester comme ça. Parce que je n'ai jamais été leur victime, je n'ai jamais été leur pigeon, je n'ai jamais été leur cible âgée, j'ai été leur châtiment. Et je suis toujours là sur ma terre, vivant ma vie, faisant mon vin exactement comme je l'ai toujours fait, seul peut-être, mais libre, absolument, et cela vaut tout l'or du monde.